Donc, je voulais bien sûr vous souhaiter la bienvenue à la Fondation Terra. C'est un plaisir de vous voir nombreux et surtout, c'est un plaisir de voir parmi nos amis fidèles aussi de nouveaux visages que nous amène chaque année la semaine culturelle du Forum des instituts culturels étrangers à Paris. Et justement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je rappelle que la Fondation Terra, dont la maison mère se trouve à Chicago, a pour mission de promouvoir de différentes façons l'art des États-Unis à travers le monde. La Fondation soutient et organise des expositions, elle finance des programmes d'enseignement de l'histoire de l'art américain, des publications, propose des bourses aux chercheurs et aux conservateurs travaillant dans ces domaines. Et son centre parisien, où vous êtes en ce moment, abrite aussi une bibliothèque spécialisée en art américain qui est ouverte au public et qui se trouve au 4e étage de ces bâtiments. Il y a aussi des conférences, dialogues et rencontres comme celle-là qui s'y tiennent. Je vous invite d'ailleurs de regarder notre site ou consulter notre brochure, tant l'éventail des actions de la Fondation Terra est large. Et maintenant, en passant à notre première rencontre de cet automne, elle est consacrée, comme le veut notre petite tradition, à une exposition sur l'art des États-Unis qui sera proposée cette année au public français. Et notre choix s'est porté sur la présentation de l'œuvre de l'éminente photographe Dorothea Lange, ou Lange à la française, qui ouvrira le 16 octobre au Jeu de Paume et durera jusqu'au 27 janvier. Très attendue, elle s'inscrit dans une belle liste des expositions de la photographie américaine présentées à Paris dans différentes institutions au cours des 10 dernières années. On y trouve Walker Evans, Irving Penn, Richard Avedon, William Eggleston, Robert Mapplethorpe, Louis Hine, mais la palme revient au Jeu de Paume. C'est au Jeu de Paume qui ont été exposés des travaux des géants de la photographie américaine, tels Edward Steichen, Lee Miller, Paul Strand, Berenice Abbott, Lorna Simpson, Gary Winogrand et tout récemment aussi une photographe contemporaine, Susan Meiselas, et une exposition de notre intervenante d'aujourd'hui, Pia Viewing. Mais donc Dorothea Lange s'inscrit dans cette belle liste et la complète. Et il faut bien dire qu'elle n'est pas inconnue en France, la photographe. Nous connaissons tous, je crois, son iconique et émouvante photo, Migrant Mother. Toutefois, les auteurs de l'exposition donc actuelle, qui porte pour titre Dorothea Lange, politique du visible, ils affirment donc, les auteurs de l'exposition, que, je cite, c'est la première à s'intéresser à l'extraordinaire pouvoir émotionnel des œuvres de l'artiste et à présenter sous l'angle du militarisme social et politique les travaux qu'elle a réalisés durant la Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale et dans l'Amérique après-guerre. Il est vrai, et ça, j'ai fermé la citation, il est vrai que la richesse et la force de l'art des États-Unis des années 30 est due, paradoxalement, à la crise économique. Comme l'a remarqué, d'une façon légèrement cynique, je dirais, le magazine Nation, je cite encore, la Grande Dépression était la meilleure chose qui pouvait arriver aux artistes américains. Fin de citation. On a envie d'ajouter que oui, peut-être aux artistes, aux autres c'est moins sûr, mais de toute façon, Dorothea Lange a su tirer le meilleur profit artistique du drame de la crise, tout en œuvrant en faveur des victimes. Et ça sera, j'imagine, le sujet de notre rencontre ce soir.
Notre soirée, nous allons la passer en compagnie donc de 3 femmes exceptionnelles. La première, c'est la photographe, mais je vous laisse le plaisir de la présenter au public. Les 2 autres, c'est Pia Viewing, la commissaire de l'exposition, née en Rhodésie, aujourd'hui elle est Zimbabwe. Elle quitte son pays natal à l'âge de 18 ans. Vous vous découvrez à l'âge de 18 ans pour faire des études supérieures en art à Bourges, puis en histoire de l'art à Rennes. Elle commence à travailler au Centre d'art contemporain à La Criée à Rennes, où elle crée les services éducatifs. Et c'était bien l'un des premiers services éducatifs, j'imagine. Et puis, elle travaille à la Fondation des Appels à Amsterdam pour ensuite prendre un travail très engagé dans un site hors du commun, le Centre international d'art et du paysage des Vassivières en Limousin. De 2007 à 2014, elle est dans le Nord et elle dirige le Centre régional de la photographie Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, elle est parisienne. Elle est chercheuse et commissaire d'exposition au Jeu de Paume. Son expérience dans plusieurs centres d'art en France et à l'étranger l'ont amenée à réaliser de nombreux projets artistiques d'exposition et d'édition, tant à partir de fonds photographiques, donc historiques, en travaillant avec des artistes contemporains. Et aussi, elle a sur son compte beaucoup de collaborations internationales, comme par exemple l'exposition actuelle réalisée avec le Barbican Center de Londres. En 2012, Pia, en reconnaissance de son mérite, Pia a été nommée chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Ben oui, il faut le dire, on est très fiers. Et enfin, notre 3e femme exceptionnelle, elle est une critique d'art, commissaire d'exposition et historienne de l'art américaine. Elle a soutenu sa thèse de doctorat à la City University de New York, puis elle a enseigné au département d'art et d'architecture de l'Université de Californie à Santa Barbara. Ses centres d'intérêt, il va nous les dire certainement elle-même, mais je vais quand même les évoquer. Donc, ces centres d'intérêt se concentrent surtout sur la théorie féministe, mais aussi sur l'art français du XIXe siècle et sur la photographie. Elle est auteure de très nombreuses publications qui ont paru en plusieurs langues, et notamment dans d'importants périodiques consacrés à l'art, comme Art in America, Art Forum, The Art Journal, After Image, Camera Obscura, October ou Screen. Et ses ouvrages les plus importants, les plus marquants, sont Photography at the Dock, Essays on Photographic History, Institutions and Practices, qui a été publié en 1991, Mail Trouble, A Crisis in Representation, 1999, Chair à canon, Photographie, Discours, Féminisme, 2016, et tout récent, Photography After Photography, Gender, Genre, History en 2017. Ces livres, vous pouvez les voir d'ailleurs, aussi des catalogues des expositions montées par Pia sur les présentoirs dans le couloir. Donc, après notre soirée, je vous invite à regarder les livres. Mais maintenant, j'aimerais aussi annoncer les titres du texte d'Abigail qui a été publié dans les catalogues de l'exposition au Jeu de Paume, et c'est Dorothea Lange, Réflexions sur des archives. Alors, c'est le temps de réflexion, mesdames. La parole est à vous. Tu peux commencer? Allez, c'est parti. Parce que tu es chevalier de... Ah, bon. Madame le chevalier. En tout cas, Eva, merci de votre invitation. Merci à Abigail d'accepter de faire cette discussion ensemble. C'est un honneur et merci à vous tous d'être là ce soir. On va essayer de partager avec vous notre intérêt pour la photographie et notamment pour cette période
là, pour moi, c'est une première de travailler sur les années 30 aux États-Unis. Donc, c'était l'opportunité de découvrir à la fois la complexité historique, sociale et politique de cette époque des années 30 aux États-Unis. Et pour toi, c'est peut-être plus accessible, puisque... La littérature, la plupart, c'est en anglais. Ça, c'est déjà plus simple. Mais en fait, c'est la première fois que j'avais fait du travail sur Dorothy Lange. Et j'avais écrit un peu sur la tradition documentaire aux États-Unis, mais jamais est-ce que j'avais pris un photographe si bien connu, il faut dire. Oui. Dorothy Lange, malgré le fait qu'elle est une femme, a la bibliographie la plus longue de toutes les photographes, qui est assez remarquable parce que j'étais tout à fait étonnée quand j'ai commencé de faire la recherche de voir les quantités des livres, des articles, et bien sûr, elle a fait des images qui, on va dire, sont des icônes maintenant de la photographie. Voilà. Qu'est-ce que c'est le was? I have no idea. Qu'est-ce que c'est le was? That's the title of this image. C'est anglais? Ah oui, alors justement en introduction, donc l'idée c'était de vous montrer quelques photographies qui ne seront pas montrées dans l'exposition, mais qui participent en fait, qui montrent un petit peu les premières photographies de Lange. Juste pour vous faire part en fait du parti pris qui a été acté pour cette exposition. En fait, c'est une exposition itinérante qui vient du musée d'Oakland. Et Oakland, donc c'est situé en face de San Francisco, de l'autre côté de la baie. Et là, il y a vraiment, en fait, la famille a déposé les archives de Dorothea Lange. Donc il y a 9000 négatifs et plus de 4000 tirages. Et ils ont conçu donc une petite exposition itinérante qui a voyagé effectivement à Londres, là où on a fait une exposition beaucoup plus conséquente, dans un espace très, très grand. Et puis on le reçoit donc ici à Paris en faisant peut-être une exposition très différente de celle qui était à la Barbicane, pour plusieurs raisons. La première, c'est que toutes les photographies qui sont montrées dans cette exposition sont des tirages assez typiques de l'époque des années 30 en termes de dimension. Sont des photographies 24-30 qui en fait ont été tirées pour à la fois les archives des commanditaires et aussi pour reproduction dans la presse. Donc ce ne sont pas des tirages d'exposition à proprement parler, faits par l'artiste, même si certaines photographies, effectivement, dans l'exposition ont été tirées par elle. À ses débuts, justement, dans les années 20, elle parle de l'importance du tirage, faisant donc partie vraiment intégrante du travail du photographe. Ça, je ne vous apprends rien en le disant. Mais elle a donc été assez frustrée plus tard dans sa vie, entre une période de 10 à 15 ans, parce qu'elle ne pouvait plus effectivement tirer ses photographies. Elle était toujours en prise de vue et les négatifs, pour la plupart, elle devait les envoyer aux commanditaires. Donc voilà quelques photographies qui introduisent, qui vous mettent un peu, qui vous rafraîchissent peut-être la mémoire sur la sensibilité de cette femme qui était très
marquée, je dirais, par ses premières expériences en tant que photographe de studio. Oui, parce qu'elle avait un studio à San Francisco qui était tellement chic, que c'était l'une des studios les plus cherchés. Oui, maintenant on peut voir un portrait qu'elle a fait. C'est intéressant parce que quand elle est arrivée à San Francisco très très jeune, elle a fait une sorte d'apprentissage pas formel avec Arnold Gante. Est-ce que tout le monde connaît Arnold Gante? Il est aussi un photographe de studio, mais il a aussi fait une espèce de documentation de Chinatown à San Francisco. Mais en tout cas, le style pour les portraits de studio à cette époque, on parle des années 20, était beaucoup touché par le style pictorialisme. C'était bien évident, il faut faire le sujet attirant. Et ce qui est assez curieux avec le studio de Lang, qui était aussi un endroit de rendez-vous pour, qu'est-ce qu'on dit, Bohemia, San Francisco Bohemia, bohémien. Oui. Était le fait que beaucoup de ses clientes étaient des juifs riches à San Francisco, qui était un peu un monde à part. Je crois que le fabricant de blue jeans, Levi Strauss par exemple, aussi donc elle avait un studio très chic, très recherché, qui était aussi un endroit où il y avait des artistes, en fait, la photo juste avant ça. Mena, c'était le premier mari de Dorothea Lange. Il était un artiste absolument épouvantable. Un peintre. Oui, un peintre. Oui, il a fait des peintures de espèce de paysage de le pays. Cowboy. Oui, cowboy. Non, il n'a pas fait. Peut-être oui. Mais aussi, Dan Dixon était le fils. Fils, oui, ouais. donc on voit fils. maintenant le premier mari et le premier fils. Voilà. Donc. Elle a changé. Bref. Attends, il faut faire les deux en même temps. Voilà pour le début donc, de cette exposition qui introduit les premières images quand Dorothea Lange décide de quitter le studio. Enfin, en tout cas, il y a toute une période où elle va continuer à faire des portraits en studio comme activité pécuniaire, on va dire. Mais elle est attirée par les manifestations dans les rues de San Francisco. En fait, c'est à partir de 1929, donc quand la crise financière frappe les États-Unis, il y a toute une période où de grands, enfin comme on peut imaginer, de troubles sociaux, mais surtout en fait c'est le paysage urbain. Enfin, ce sont les villes qui sont marquées d'abord par la pauvreté. Et je pense que c'est important de commencer en regardant le travail de Dorothea Lange par justement cette introduction urbain vraiment pour cette raison-là. Elle disait de son travail qu'elle était un artisan. Lange ne s'est jamais considérée, même tardivement, dans les entretiens qu'elle a pu avoir, où on a gardé des traces, les enregistrements de ces entretiens. Elle ne s'est jamais considérée vraiment comme un photographe ou une photographe artiste, dans la mesure où elle ne cherchait pas à exposer son travail a priori. Elle était plutôt
réponse à une commande, dans une situation comme ça où elle travaillait pour une cause, où elle faisait des photographies plus intimes de sa famille. Enfin, ça c'est après, hein, dans les années 50, 60. Une autre exposition qu'on pourrait éventuellement faire, ce serait de réunir toutes les photographies qui auraient un lien entre les premières photos que vous avez vues avec les mains, les choses comme ça, très intimes, et de traverser toute l'œuvre de l'ange en se saisissant des images plus intimes. Donc, il faut avoir à l'esprit que ces premières photographies dans la rue sont des photographies qu'elle prend de son propre gré et où elle dit qu'elle ne souhaite pas toujours travailler pour des personnes qui lui demandent un service contre l'argent, mais là, elle souhaite faire une démarche personnelle en partant comme ça, se donner l'obligation de rendre une sorte d'image miroir de la situation sociale et politique forcément de l'époque. Donc voilà une citation. Mais il faut dire, Dorothy Lange avait presque 40 ans quand elle a commencé de faire la photographie dans les rues, la photographie qui on dit documentaire. Elle a soutenu sa famille. Elle était, parce que Maynard Dixon, l'artiste, n'a pas beaucoup gagné l'argent. Quand on prend l'année, par exemple, de 1935, elle avait 2 enfants, le mari qui était absent beaucoup de temps, et elle était responsable vraiment pour la famille. Il fallait gagner la vie pour elle. Aussi, une question parce que jusque les années, fin des années 50, 60, quand elle a commencé d'avoir des expositions et beaucoup de, respect, elle a commencé de se considérer son travail comme un travail artistique. Mais pendant la période quand elle était... quand elle a travaillé pour le FSC, quand il a fait toutes les choses documentaires, elle n'a jamais dit qu'elle était artiste. Elle était quelqu'un qui avait un sens de elle-même qui était pas le même comme Walker Evans, qui a aussi travaillé pour le FSA. Mais c'est intéressant aussi parce que Roy Stryker, qui était son patron, qu'est-ce qu'on dit, le patron le patron du département de la photographie, a dit parmi tous les photographes qu'il avait engagés, et tout ensemble c'était 12 ou 9, oui. 12, elle était son préféré. Et je ne pense pas parce qu'il se considérait comme le plus artistique, mais premièrement parce qu'elle a fait des bonnes captions, elle a fait des vraies légendes, et aussi parce que, bon, dans les yeux de Roy Stryker, elle a représenté une espèce d'esprit maternel, de mère, etc. Il faut questionner tout cela, bien sûr. Mais il faut dire que c'était certainement un élément dans sa réputation pendant sa vie et sa réputation posthume aussi. Avant de commencer à travailler pour la FSA, je vais vous expliquer ce que c'était pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le contexte. Juste cette petite citation qui montre effectivement... qu'elle se saisit de cette réalité sociale, et du coup elle se pose vraiment la question de quoi sert l'image, à quoi ça sert de faire de la photographie. Ça c'est important, hein. Donc voilà, tu parlais
de la période, donc milieu des années 30, c'est donc 34, 35, où elle va faire connaissance avec quelqu'un qui va être important pour elle toute sa vie après, à partir justement de l'âge de 40 ans. C'est cet homme, là dans la photographie, Paul Taylor, qui était un économiste enseignant à l'université de Berkeley et aussi un spécialiste dans les conflits liés à l'agriculture, donc notamment les grèves. Et il a beaucoup écrit sur les grèves. Il a écrit aussi sur la fameuse grève des ports. San Francisco, débardeurs, le grève des débardeurs. C'est ça, 1934. Qui était très important parce que tous les bateaux, c'était un port très très important. Toutes les choses qui entraient l'ouest des États-Unis passent par ce port. Et c'était une grève assez violente. Il a duré, je me souviens combien de jours, mais il y avait des pas milices, mais strike breakers, je ne sais pas, des gens qui sont les casseurs de grève, on peut dire ça? Oui. Et il y avait un moment d'une grande solidarité pendant tous les syndicats, la classe ouvrière, etc. Il y avait aussi une grève générale. C'était aussi en 1934, grève générale? Oui. Oui, c'est pas possible d'imaginer maintenant une grève générale aux États-Unis, mais il faut noter que les années 30 aux États-Unis, c'était une période d'un grand militantisme. Oui, on va discuter tout cela après. Alors, elle cherche effectivement avec Paul Taylor à définir ce que c'est une photographie documentaire. Donc, il y a cette première citation où elle fait part du fait qu'une image documentaire ne représente pas uniquement ce qui est dans le cadre, mais se saisit d'une situation complexe et tente de le représenter. Et ce qui est intéressant avec Dorothea Lange, c'est qu'elle va commencer, dans le cadre du travail pour l'État, à écrire effectivement des légendes, disons que faisant partie de son contrat, son premier contrat qui dure 2 ans, elle va travailler pour l'État pour la première fois, pour une durée à peu près de 4 ans et demi en 2 fois et faisant partie du cahier des charges, c'est effectivement de faire la commande décrit très bien ce qu'il faut prendre en photo. Donc son chef lui décrit, et on va rentrer plus dans le sujet tout à l'heure, mais aussi il faut aussi accompagner les images par des écrits. Et donc elle va se saisir de cette opportunité, non seulement parce qu'elle a un plaisir à voir son mari, son deuxième mari, Paul Taylor, le faire, et elle s'en inspire, mais aussi parce qu'elle trouve que c'est intéressant qu'une image soit accompagnée par du texte qui ne raconte pas ce qui est précisément dans l'image, mais qui contextualise la photographie. Donc là, c'est à toi de jouer. Des photographes qui en montrent maintenant, c'est anonyme, mais partout dans les États-Unis et suivant la Grande Dépression de 1929, il y avait des camps de fortune partout, dans toutes les grandes villes, certainement. Quoi d'autre après? Ça c'est Berenice Abbott. Peut-être il y a des gens ici qui connaissent un peu Berenice Abbott. OK.
un très grand photographe. C'était elle qui est la personne qui a pris les négatifs de Eugène Haché aux États-Unis. Ça, c'est tout à fait un autre sujet. Mais Berenice Abbott, comme les artistes que Eva a décrits, était le bénéficiaire de Public Works Administration, FSA, parce qu'elle était engagée aussi. Et Berenice Abbott, à New York City, a reçu la commission de photographier les changements dans la ville de New York. Et comme on voit, il y avait le même type de taudis de camp de fortune en New York, en Central Park, etc., qu'il y avait dans l'Ouest, comme San Francisco. Quelle d'autres images de misère? Eh ben, là, on passe... je voulais vous montrer 2 petits bijoux. Okay. Et donc, c'est effectivement... ce sont les premiers albums de Dorothea Lange. Donc, avant qu'elle soit engagée par l'État, elle va partir... faire des études sur place avec Paul Taylor, et elle va donc faire 2 petits... Enfin, en fait, il y a 5 albums en tout, mais là, je vous en montre 2. Le premier sur justement la migration. Donc là, il y a... Ça, c'est Paul Schuster Taylor? Oui, ça, c'est son texte. Oui. Et la carte. Et donc, on voit l'album avec ces légendes écrites à la main, les compositions qu'elle souhaitait faire, les rapports entre les vues plus globales et puis des détails. Donc ça, c'est malheureusement quelque chose qu'on ne pourrait pas montrer dans l'exposition. Voilà une autre citation d'elle. Je pensais que c'était important pour vous de pouvoir entendre ou lire ses propres mots, à quel point elle était sensible à photographier les situations sans vraiment modifier, sans faire de mise en scène, si vous voulez. Mais il faut dire que c'est un peu de self-mythologizing. Ça veut dire, par exemple, avec le Migrant Mother, il y avait 7 clichés qui étaient faits, et c'était bien évident. Et Sally Stein a écrit sur ce sujet dans une façon absolument géniale. Elle a bien organisé des photographies. Tous les photographes font ça. Mais il y avait une espèce de mythe que si on est un photographe documentaire, on ne change rien. C'était comme ça quand je l'ai vu. Mais avec cette séquence que Sally Stein a examinée, on peut voir comment la scène est orchestrée, comment c'est organisé comme une mise en scène. Et je suis sûre qu'elle a cru ce qu'elle a écrit, qu'elle ne change rien, ne touche pas. Mais il faut avoir un peu de, comment dire, c'est pas nécessaire de le prendre absolument littéralement. Il y avait aussi des problèmes avec dans l'histoire de FSA, par exemple, il y avait un autre photographe, Arnold Roskamp, Edward Roskamp, qui a bougé un écran d'une vache, quelque chose. C'était dans c'était ce niveau de herbe, et il a photographié sur un fond de sable. Il a fait scandale parce que c'était bien évident, il a changé la photographie, etc. Donc il faut se souvenir qu'il y avait une espèce de croyance dans cette période que ce qu'on fait comme documentaire, c'est bien sûr la vérité, on ne peut pas changer rien. C'est tout ce que je veux dire. Un peu de scepticisme. Ah voilà. C'est là parce que quand Pia et moi on discutait, qu'est-ce qu'on veut
discuté ensemble, j'ai dit c'est très important de dire que ce que Paul Schuster Taylor et Dorothy Lang ont représenté dans le sens de la politique étaient des réformateurs, exactement le genre qui a soutenu Franklin Roosevelt, le New Deal, etc. Mais à ce temps-là, je parle des années 30, jusqu'à presque fin de guerre, il y avait un spectre politique aux États-Unis qui a compris l'anarchisme, le communisme, le socialisme, même le fascisme. Ça, c'est une affiche, une photo qui était utilisée par le New York, the Film and Photo League, the Workers Film and Photo League, qui, il faut dire, Dorothy Lang et Paul Schuster a soutenu avec un peu d'argent. C'était officiellement lié, officiellement ou pas officiellement, je ne me souviens plus, avec le Parti communiste. Et bien sûr, c'était détruit sous le joug de McCarthyisme, de droit. Mais pour moi, c'est très important de comprendre les positions de Lang et Schuster parce qu'il y avait... c'était une partie du spectre et il y avait des formations, des groupes beaucoup plus radicaux que ça. Et je ne parle pas exclusivement de la partie communiste. On va revenir à Mieth et Hegel, mais il y avait cette photo de Bund. Parce que, OK. Oui, par exemple, parmi tous les rangs des partis militantes, etc., il y avait aussi des partis quasi-nazis. À New York, dans les États, ça c'est une réunion avec George Washington, le drapeau américain bien sûr, et le swastika. Et le Bund était pas négligeable, ok? C'était pas une partie officielle, mais pour comprendre la militance, la diversité le discours et les programmes et les activités politiques à ce temps-là, il faut voir que c'était assez large. Tu veux revenir? On peut parler aux mêmes périodes, les mêmes années quand Dorothy Lang a commencé de travailler pour Stryker. Il y avait deux photographes d'origine allemande, Johanna Hansel Mieth et Otto Hagel, son mari. Ils sont mariés avec Robert Capa et je ne me souviens plus le nom de sa femme, mais les deux étaient mariés dans la même cérémonie à New York, mais ça c'est anecdotal. Mais Hansel Mieth et Otto Hagel, qui émigraient aux États-Unis en 1930, étaient membres du Parti communiste. Hansel Mieth était la seconde femme d'être engagée par Life magazine. Mais pendant une certaine période dans les années 30, elle a devenu travailleurs agriculturels, ouvriers dans les champs. Et ils sont photographiés, bien sûr, les gens avec qui ils travaillaient. C'est important, voilà, ça c'est par exemple l'une des photos. Et quand on photographe les gens parmi qui on travaille et on vit, on est une espèce d'observateur participant. Ce n'était jamais le cas avec les photographes de FSA, parce qu'ils étaient en effet des outsiders. Qu'est-ce qu'on dit? Oui. Observateurs. Oui. Et jusqu'au moment que j'ai commencé de travailler sur Dorothy Lang, c'était la première fois, j'ai
rencontré ces deux photographes qui étaient absolument contemporains avec Lang et Terre, qui avaient une espèce de documentation très, très engagée. Il était aussi quelqu'un, lui, a aussi photographié dans les camps d'internement des Japonais, mais ça va, on va discuter de là. Ça, c'est l'un des photos de Otto Hagel. Et, est-ce qu'il y a une autre non, c'est tout. OK. Mais il existe une archive de ces deux photographes dans les années 40, bien sûr, avec McCarthyisme. On peut dire McCarthyisme? Oui, on peut. OK. Bien sûr, il fallait qu'il sorte le champ. Avant ça, Meath était salarié par Life Magazine. Dans la même façon comme Paul Strand, un autre photographe qui était très très lié à la gauche, pour lui aussi, il fallait fuir le pays parce que c'était une chasse des sorcières. Bon, ok. Alors, donc une partie importante de l'exposition au Jeu de Paume va donc se consacrer sur cette période, comme je disais tout à l'heure. La commande dans le cadre du New Deal, donc c'est la politique de Roosevelt qui est une sorte d'immense programme composé de plusieurs une sorte d'éventail de programmes de ressources fédérales couplées avec des ressources dans chaque État pour essayer de faire face aux conséquences de la crise. En fait, cette politique existait et l'argent existait avant que Roosevelt vienne au pouvoir en 1933. Mais c'est sa manière très habile d'associer des personnes pour le mettre en action qui a fait qu'on identifie cette politique avec Roosevelt précisément. Donc, il y a eu plusieurs étapes dans le New Deal et ce qui nous concerne là, c'est vraiment ce qu'on appelait d'abord Resettlement Administration. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est l'idée que de s'occuper en fait de la pauvreté rurale. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la pauvreté urbaine a frappé d'abord suite à la crise en 29 et qu'ensuite ça s'est effectivement étendu aux fermes, au niveau rural donc. Mais c'est pour plein de raisons en fait. Il y a des raisons économiques, mais donc ça veut dire les fermiers qui avaient emprunté de l'argent pour avoir des terres et pour avoir du matériel agricole et ont investi et se sont trouvés en difficulté quand la production était tellement importante et le prix des aliments avait baissé considérablement. Et puis il y a eu aussi des choses terribles. Par exemple en 1933, dans le cas du New Deal, il y a eu un programme qui consistait à réduire la production agricole en soutenant les fermiers qui voulaient finalement quitter les terres, vendre leurs terres, le gouvernement achetant ces terres pour pas grand-chose. Et voilà le début, en fait, si vous voulez, d'une scission, hein, d'une grande fragilité au niveau de la population rurale. Il y a d'autres raisons aussi, la sécheresse en 32, en 34, en 36, une sécheresse comme ça répétée, ça va de pair avec
des moments, enfin certains États qui sont inondés avec beaucoup de pluie, et aussi donc pour les terres agricoles qui ont été exploitées et labourées par la mécanisation, hein, c'est courant dans les années 30, eh bien, il n'y a plus d'herbe, plus d'arbres pour tenir la terre, et donc des grandes de coulées de boue. Donc on en voit parfois dans les photos de l'Ange, mais donc quand elle commence à travailler pour le gouvernement, elle va faire une étude comme ça c'est une carte de Taylor, mais ah mince, je suis pas passée. Une mauvaise habitude, c'est de passer sur l'ordinateur alors que les deux sont pas liés, excusez-moi. Et on ne voit pas très bien. Donc là, vous avez une carte qui montre les différentes productions agricoles. Et ce que je voulais vous montrer en mettant cette carte, c'est que ce que je voulais décrire, c'est une situation charnière dans les années 34-35, où ce sont des travailleurs mexicains qui arrivent de manière, on va dire, depuis des années et des années, depuis des décennies, pour faire la cueillette, et la cueillette de chaque production de fil en aiguille, comme ça, dure à peu près 6 mois, et après les Mexicains retournent chez eux. Et ce qui se passe quand les personnes quittent les États les plus désertiques par la sécheresse ou par déplacement par les tracteurs, d'aller gagner leur vie dans les fermes industrialisées de Californie, dans les vallées industrialisées donc, de Californie, c'est que ces personnes vont donc prendre la route et s'installer et petit à petit rester sur place. Prendre le travail, effectivement, aux Mexicains, ce n'était pas évident parce que les Mexicains n'étaient pas payés très cher, mais ils vont avoir le soutien donc, de ces programmes de la FSA, et ça va créer beaucoup de problèmes. Donc il y a à ce moment-là une sorte de conflit entre la culture manuelle et la culture mécanisée, ce que je décrivais tout à l'heure. Ça, c'est une carte qui va être dans l'exposition, qui montre les lieux de... Ça va être beaucoup plus grand dans l'exposition, je vous rassure. Les lieux de prise de vue de l'Ange durant ces années. En fait, là, c'est entre précisément 1935 et 1939. Vous voyez qu'elle a photographié vraiment dans 22 États des États-Unis, donc de ouest en est. Elle était toujours en voyage. C'est incroyable d'imaginer cette femme. Après le mariage avec Paul Taylor, elle avait 3 enfants parce qu'il avait une fille, un fils, une fille. Papa, son mariage avant. Donc il y avait 3 enfants et il y avait Taylor qui travaillait, bien évidemment. Mais aussi, elle était toujours en voiture, faisant ses allers-retours, souvent seule. Et je ne sais pas combien de kilomètres elle a fait pendant cette période, mais ça doit être énorme. En tout cas, ce que j'ai essayé d'exprimer, c'est que dans un premier temps, il faut regarder là maintenant parce que l'ordinateur... Ah oui, ça c'est l'un des 7 clichés que Taylor a fait pour produire cette icône de Migrant Mother. Ce que je voulais juste dire, voilà, c'est que les personnes qui prennent la route le font souvent en voiture. Les premières vagues de migrants sont donc des personnes qui ont les moyens de se déplacer, les moyens c'est les vagues
ultérieure, effectivement, plutôt vers les années 36-39, qu'il y a une extrême pauvreté qui s'installe parce que les personnes qui se déplacent sont plus pauvres à ce moment-là, plus tard donc plus pauvres, parce que la situation s'empire. Mais aussi parce qu'ils décident de rester sur place. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais c'est ce que je voulais exprimer. Voilà, dans l'exposition, il y aura quelques-unes de ces prises de vue de la Migrant Mother, avec cette première prise de vue plus lointaine et contextuelle, et d'autres encore. D'autres cadrages. Oui, elle commence d'une distance et petit à petit, voilà. Elle approche cette famille. Et on ne demande jamais où est le père. Est-ce que c'est vraiment le cas que c'est que cette pauvre mère et ses enfants? Ça veut dire il y a une façon dans laquelle, et je ne dis pas consciemment, mais il y a une façon dans laquelle cette image de la misère, c'est la mère seule. En fait, son mari, son compagnon était ailleurs, mais pas si loin. Elle a construit petit à petit cette espèce de scénario. Par exemple, elle a éliminé la fille la plus âgée, l'adolescente. Ouais, oui. Elle est, et donc il y avait, je ne sais pas combien des enfants, mais enfin, dans le photo qui a devenu l'icône, c'est 3 enfants, pas 6 ou 7, parce que s'il y a trop d'enfants... Elle en a 7, je crois. Qu'est-ce que ça suggère? Je peux... je sais, c'est un peu cynique, mais c'est la vérité. Bon. Bon, mon ordinateur, il veut vraiment plus rien savoir. Okay. On va faire comme ça. Bon, en tout cas, on continue, non? Oui, on peut continuer. On a plein de choses parce que nous avons encore. beaucoup de choses à dire. C'était toujours le problème, il y avait beaucoup de choses à dire, pas beaucoup de temps pour présenter. Abigail, tu veux regarder les images, comme ça je les tourne en même temps? Oh oui, c'est là. Et tout se voit. Je regarde, ok. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des... Sally Stein, cette femme qui j'avais dit a fait des études remarquables sur langue, a remarqué que dans beaucoup de photos de langue, et bien sûr on sait une petite fraction de ce qu'elle a produit, il y a un intérêt dans les jambes. Et on n'a pas mentionné, mais elle était affligée par le polio quand elle était enfant, 7 ans à peu près. Et elle avait toujours ce sens elle était handicapée, que le jambe était déformé, etc. Et c'était, je crois, beaucoup exagéré par elle. Aussi. Parce qu'il y avait beaucoup de ses collègues qui a dit après, je n'ai pas remarqué qu'elle avait des problèmes. Ça fait partie du mythe, non? Oui, mais c'est Stein qui a dit, mais regarde, on peut voir dans tous les séries qu'elle a fait, toujours cette emphase sur les gens. Aussi sur le corps, elle est une photographe qui est très sensible au mouvement de corps fatigué. Corps, oui, je prononce mal, je sais. Mais il y avait même l'une des photos dans l'exposition du genre d'une femme qui porte des bas soie, mais ils étaient coudous. Bon, ça dit quelque chose sur le besoin de sauver des choses, mais également cet intérêt qui, comme j'ai dit, c'est peut-être pas conscient de regarder des jambes des autres.
C'est même dans la photo qu'elle a fait dans les années 50, quand elle a voyagé beaucoup avec Paul Schuster Taylor, quand elle a photographié les paysans en Vietnam ou en Égypte, etc., on peut trouver toujours des photos qui sont des gens. Ouais. Donc là, en fait, c'était pour vous montrer qu'elle elle photographie beaucoup San Francisco pendant entre les allers-retours. Elle continue à photographier la ville. Là, c'est encore une autre exposition qu'il faudrait faire d'elle. C'est les photographies de San Francisco, d'Oakland et de Berkeley, là où elle habitait. Ça serait une autre approche encore, je pense. Mais il y avait beaucoup d'autres qui ont fait plus ou moins le même type de photos. C'était le moment, pas que le moment, c'est la misère et quelque chose qu'on représente. Et c'était le moment aussi des années 30, beaucoup des journaux, des magazines. Justement, je pense que ça c'est vraiment un point important, ça serait de faire une étude sur comment les médias la presse illustrée, voilà. Et c'est pourquoi aussi dans l'exposition, j'espère que vous allez pouvoir découvrir un peu plus du travail de Lange à travers une sorte d'archive que je voudrais mettre en évidence dans l'exposition pour pouvoir, ce ne sont pas des planches contact, hein, mais ce sont des microfilms en fait qui sont agrandis, et ça permet de voir la diversité des photographies de Lange pour essayer de se détacher un petit peu de cette image qu'on a construite d'elle à travers les publications, et même, je dirais, des publications récentes, malheureusement, qui continuent encore et encore à montrer cette certaine type d'image. Le misérabilisme. Oui, et sans questionner, effectivement, la raison d'être en fait des sujets même qui sont photographiés. Et je pense que c'est important. Une image par exemple comme ça est importante parce qu'elle vient contextualiser les autres. Ça suffit pas par exemple, à mon avis. On peut s'arrêter sur cette image, mais elle est complémentaire des 4000 photographies qu'elle a pu prendre dans le cadre de cette commande. Et c'est pas elle qui faisait le choix, jamais. Le choix de la photo iconique. Parmi les 40 000, est-ce qu'il y a un moment où elle-même disait c'est cette image-là? Ben justement, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, dans la mesure où elle n'a pas fait d'exposition pendant tout ce temps-là. Donc elle n'a pas opéré et montré, enfin elle a certainement opéré des choix, mais elle ne les a pas montrés, elle ne les a pas... Elle donnait tous ces négatifs ou elle donnait... Il fallait parce que beaucoup parmi eux étaient développés à Washington. Elle a fait la prise à vue où elle était. Il fallait envoyer, was it rolls, des rouleaux à Washington, et c'était développé là. On peut faire le cadrement, on peut changer un peu, et parce que c'était le FSC, c'était un dépôt de propagande, ok. Et les photographies étaient gratuites pour le cinéma, pour le média imprimé. Mm-hmm. Et c'était le travail de FSC de circuler toutes les photographies qui étaient faites par le photographe pour n'importe quoi, mais c'était quand même une opération de propagande. Il fallait noter qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient tout à fait contre Roosevelt et le New Deal et l'idée de sécurité sociale, etc., etc. Donc, il fallait convaincre les citoyens qui étaient contre
toutes les activités de New Deal. Autrement, il y avait cette idée de démontrer aux citoyens que ces pauvres gens n'étaient pas des bons en rien, qu'est-ce qu'on dit, des paresseux, mais c'était vraiment des victimes des circonstances. Ça, c'est une autre partie. Mais il faut dire aussi, il y avait une politique très, très complexe pendant les années de Roosevelt parce que les États du Sud étaient solidement démocratiques, de parti démocrate, ok? Mais bien sûr, il était aussi raciste, ségrégationniste, et la ségrégation était tout à fait légale. Donc, c'était intéressant que Roy Steiger a implicitement, peut-être, a indiqué qu'il n'y avait pas grand intérêt de photographier les gens de couleur. Ce n'était pas vraiment intéressant de montrer les signes de racisme officiel qui étaient partout. Et il n'a pas engagé un photographe de couleur avant 1942, quand il a engagé Gordon Parks. Mais en même temps, il faut dire que parmi tous les photographes qui ont travaillé d'abord pour la FSC, après pour the Office of War Information, c'était l'un qui a photographié les gens de couleur plus que des autres. Qui est intéressante. Hein? Et donc, avec ce contexte, on peut comprendre un peu pourquoi ce dépôt de propagande avait c'était un jeu assez compliqué jusqu'au commencement de guerre, quand tout a changé à cause de la guerre. Oui, c'est vrai qu'en regardant les photographies des autres photographes qui ont répondu à cette commande, on a des clés pour comprendre comment Lange était peut-être un peu une dissidente, comment elle a réussi à faire un peu ce qu'elle voulait dans le cadre de la commande. Elle était mise à la porte pour ça. Oui, parce qu'il y a des courriers effectivement qui sont échangés entre le commanditaire et les photographes, et ces courriers témoignent justement à la fois des précisions sur ce qu'il faut photographier, c'est-à-dire comment le New Deal, ces programmes du New Deal sont mis en place et les conséquences positives, et de telles lettres écrite de ce Roy Steiger à Lange, il n'y en a pas. Donc elle était vraiment laissée très libre, alors que d'autres photographes reçoivent vraiment des choses. Et donc on peut aussi peut-être extrapoler et se dire que comme elle avait peut-être plus de liberté, je pense, que d'autres, pas tous peut-être, mais... elle a saisi cette liberté. Elle a saisi cette liberté, et c'est peut-être aussi ce qui fait qu'elle a été peut-être identifiée plus fortement que d'autres, je ne sais pas. Peut-être, parce que Roskam, par exemple, était beaucoup à gauche que à Lange, mais quand même, c'était elle qui a fait la plupart des photos des gens de couleur. Écoutez, maintenant 1910. 1910, c'est quoi? Ah oui, le temps. Oui. Et je me demande, nous avons pas fait beaucoup de progrès dans cette histoire. Regarde, j'arrête pas de tourner les images, ma chérie. Ok. Mais il faut décider parce qu'on voudra bien avoir un peu de temps pour... Ça, je vous raconte quand même l'histoire de cette image. Vous avez donc une photographie là, de 1939. Et ce que je voulais dire
dire, bon, j'ai fait dérouler les images parce qu'effectivement le temps s'écoule très vite, mais là précisément s'arrêter sur cette période de 39, quand elle décide de faire des légendes commentées beaucoup plus longues. Et donc elle va faire une légende comme celle-ci, je vous laisse le lire rapidement, dans laquelle elle décrit à la fois les revenus, à la fois le terrain occupé par le fermier, toutes sortes de détails. Alors ça peut être des légendes générales qui font plus d'une page, plusieurs pages, dans lesquelles elle va venir inscrire une série d'images. Donc elle va faire des groupements d'images qu'elle va organiser selon un thématique qu'elle donnera. Et donc ça veut dire qu'elle va très loin en fait dans la relation entre la photographie et l'écriture, ou en tout cas utiliser l'écriture pour contextualiser. Et donc il y a un livre qui a été édité spécifiquement sur ce sujet, qui est vraiment très, très intéressant pour ça. On va peut-être finir avec cette série donc, de photographies qu'elle a faites. Bon, elle était engagée par le War Relocation Authority pour photographier le déplacement des Américains d'origine japonaise, donc 3 générations de Japonais qui ont été en fait internés dans des camps, dans 10 camps aux États-Unis. En fait, ça consiste à mettre 110 000 personnes dans ces 10 camps. Et elle va photographier le déplacement des personnes et le processus de l'internement. Donc toi, tu voulais parler un petit peu de... Il y avait 3 personnes qu'on sait a fait les photographies dans les camps d'internement, qui étaient en effet concentration camps. Et ça, c'était Hans Mieth, commissionné par Life Magazine, Ansel Adams, qui avait le permis de photographie aussi dans le camp Mazenard, et Dorothea Lange. Dans le cas de Lange, les photographies et les négatives étaient saisies par le Office of War Information. Après, elle a fait cette documentation et jamais reproduit avant 2006 avec cette livre Impounded, qui sont des livres faits par elle, avec Hans Mieth, Otto Hagel. Il a fait la documentation, était payé par Life Magazine, mais les photos n'étaient jamais reproduites. Et Ansel Adams, il avait une exposition de ses photographies faites à le camp. Et bien sûr, il avait les photographies de reproduire. Pourquoi? Il faut penser, pourquoi cette différence? Les conditions pour les 3 photographes étaient pareilles. C'était interdit de photographier. Je suis fatiguée. Les tours de garde, guard towers, tours de garde, les clôtures de barbelés, les soldats, la police ou des gens qui ont travaillé dans ces camps. Et quand on regarde ce Ansel Adams a fait, qui avait pas de problème, pour la plupart sont des portraits des Japanese Americans, et la plupart sont évidemment en bonne santé, en bonne humeur, etc. Et avec Dorothea Lange, c'était pas possible
pour elle d'entrer dans les intérieurs avec toutes les autres interdictions. Et voilà, il y a beaucoup de photos de l'espace de camp, les immeubles, etc., etc. Mais ce que je veux dire, parce qu'on doit finir, mon dernière pensée sur ce sujet, comme vous avez peut-être noté, je fais une espèce de critique de libéralisme, la photographie qui est dans le service de libéralisme, etc. Et aussi cette iconisation de l'image de la mer, la pauvreté, etc. Il y avait des camps pour des Japonaises, commençant Japanese American en 1942. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons des camps aux États-Unis pour les travailleurs sans documentation, ce que on dit sont des illégaux. Et s'il y a une morale dans cette histoire, sans disputer le bon foi de Lang et Taylor, c'est la façon dans laquelle il y a des limites très frappantes avec le parti pris des libéraux. Parce que s'il y avait des camps pendant la guerre, il y a maintenant des camps maintenant où les enfants et leurs parents sont séparés. Ce n'était pas le cas dans l'internement. Mm-hmm. Les familles étaient gardées ensemble. Et si on accepte qu'il y a des parallèles assez horribles, en même temps, il faut vraiment repenser qu'est-ce qu'on fait, cette tradition de documentaire dans le côté de réformateur, etc. Il fallait que je dise ça. Est-ce que vous avez des questions ? Voilà, on va peut-être élargir la discussion, si vous voulez bien. Donc, pour pouvoir enregistrer les questions, le micro est baladeur. Je m'en occupe. Oui, en même temps, je suis un peu... D'une certaine façon, vous nous montrez une Dorothée Lange qui est quelque part, qui construit des tableaux de genre, etc., donc qui compose un peu. D'un autre côté, vous nous dites, elle n'est pas une photographe documentaire, c'est quelqu'un qui, quelque part, avec la critique, si je comprends bien d'Abigail, il y a un rapport avec le système politique qui fait qu'elle documente selon une certaine demande. Et donc le côté photo documentaire réaliste qu'on a l'habitude de comprendre, je pense, elle n'est pas là. Donc elle est beaucoup plus complexe, la position qu'elle peut avoir dans ce système-là de photographie documentaire utilisée par une certaine idéologie. Donc, et en même temps, elle infiltre des données personnelles, où il y a quelque part une sorte d'autoportrait dans certaines de ces photos. Donc ce n'est pas des photos documents, si je comprends bien. Personnellement, je n'accepte pas l'idée qu'il y ait une documentation pure et dure et qui c'est un miroir de vrai. Pas pour elle et pas pour personne. Je commence avec l'idée que toute la photographie, c'est un type de représentation. La représentation, ce n'est pas le réel. Comment les photographes naviguent, comment les photographes traitent de ces limitations, de ces possibilités, de toutes les données. Ça, c'est intéressant, mais on doit, à mon avis, commencer avec l'idée que les photographies sont des représentations, sont des images, et après on a dit ça, on peut commencer de demander des autres choses, de poser des autres questions.
j'avais une question assez concrète. Vous avez montré ces carnets qui ont l'air absolument fascinants et je voulais juste demander pourquoi il n'était pas possible de les montrer dans l'exposition et peut-être que vous développiez un tout petit peu l'histoire et aussi le rôle de ces carnets, parce qu'il y en a 9, c'est ça? Enfin, non, il y en a 5. 5. Et donc, est-ce que c'était quelque chose qui était fait pour, en vue de leur publication ou, Non, en fait, celle que je vous ai montrée d'ailleurs, la première, le premier album, donc c'est la première fois que Taylor écrit un rapport pour l'État sur la migration. Et il décide de l'illustrer avec les photographies de Lange, et donc elle vient avec lui. Donc tous les deux sont embauchés en fait pour faire ce travail, et c'est le premier rapport illustré qui, on peut dire, en tout cas dans le texte, il y a un plaidoyer pour la construction de camps pour que les migrants puissent avoir des conditions, de l'eau, les pieds au sec quand il pleut et des conditions minimum de sanitaires. Et donc, suite à ce rapport, il y a 2 camps qui sont construits dès 1935, dont l'un, je vous ai montré au début, mais enfin, peu importe, on verra ça dans l'exposition aussi. Il est vrai aussi que ce travail du couple, en fait, est peut-être le fondement de la réflexion sur la constitution de la Historical Section, qui va devenir ensuite la partie photographique de la FSA. Parce que la FSA, évidemment, ce n'est pas que la photographie, c'est beaucoup d'autres choses. Et donc, pour moi, effectivement, ces albums sont très importants, en fait, à la fois pour comprendre comment Lange, comme ces photographies que je vous ai montrées un petit peu là au début, à San Francisco, dans la rue, avec les manifestations, et pour moi, c'est lié, en fait. C'est vraiment 34-35, et on voit dans ces albums des détails qui sont intéressants. On ne les montre pas dans l'exposition parce que... pourquoi on ne les montre pas? Parce qu'en fait, il y a des problèmes avec les iPads, apparemment, et donc on ne peut pas les montrer dans l'exposition. Le feuilletage n'est pas possible. Pardon? Le feuilletage n'était pas possible. Le quoi? Le feuilletage n'est pas possible, voilà, c'est technique en fait. Et les facsimilés, ça veut dire trop de documentation dans les vitrines. Et effectivement, l'espace est limité. C'est une exposition qui aura lieu au rez-de-chaussée. Mais on fera des visites commentées et puis on aura le plaisir de feuilleter un iPad pendant les visites commentées. D'autres questions? Dans ces albums, contrairement à ce qui était cité tout à l'heure, pendant la période FSA où Lange ne choisissait pas elle-même ses photos et ne les mettait pas en page, c'est le cas dans ces cahiers, ces premiers cahiers avec Paul Taylor. Ouais. Ah oui, donc là c'est très intéressant, c'est très important. Enfin, dans la photographie française, la photographie américaine, les Wissine, la FSA, etc., ça a fonctionné comme une espèce de mythe, comme une possibilité qui était donnée à la photographie d'intervenir dans le politique, de faire voter des lois. Donc il y a eu une espèce de mythe comme ça, d'une puissance de la photographie à dire des choses. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous soulignez le fait
l'instrumentalisation politique, en fait, de la photographie dans des périodes comme celle-là, et la façon dont un individu peut plus ou moins échapper, ou plus ou moins pervertir, je dirais, le cadre qui lui est offert. Mais ça me semble vraiment intéressant de montrer les limites, à la fois de montrer les limites de cette instrumentalisation. On accepte d'y participer ou pas. Si on y participe, comment... Et puis, je pense qu'il y a aussi une part du travail du temps. Je pense que les images, je ne sais pas comment les images étaient diffusées au jour le jour, mais... À ce temps-là ou maintenant? À ce temps-là, oui. Je pense qu'elles ont pris leur intérêt aussi après, de façon historique, etc. En fait, il y avait une revue qui s'appelait Survey Graphic. Donc là, le fameux premier article qui était publié dans Survey Graphic. Et Survey Graphic et Roy Stryker étaient très proches. Et il est vrai que beaucoup de photographies ont été montrées dans cette revue, qui était une revue très progressiste. C'est quand on a accès, en fait, il y a beaucoup de choses sur Internet. On peut voir et lire des années entières de cette revue en ligne, ce qui est merveilleux. On s'aperçoit qu'on pose vraiment des questions de société. Ce sont des questions liées effectivement à la vie de tous les jours, à l'avortement, enfin plein de sujets qui sont vraiment extrêmement pertinents et qu'est-ce que j'essaie de dire? Que en fait la critique qui a été faite à l'époque que Stryker était lié intimement donc à cette revue, je trouve que c'est assez léger parce que il y avait une vraie correspondance en termes de contenu entre le rôle que voulait jouer la revue et l'idée fondateur de Stryker par rapport à la FSA. Ce que je veux dire, c'est que non seulement est-ce qu'il était directeur dans cette section historique de la FSA et en charge donc des commandes photographiques, mais il avait une vision. C'était quelqu'un qui était nourri par une vision qu'il voulait vraiment documenter photographiquement les États-Unis et l'évolution de la société aux États-Unis. Et il choisit effectivement d'envoyer tel photographe dans tel état pour photographier telle chose. Par exemple, Lange a refusé à un moment donné d'aller photographier la construction des camps pour les migrants parce qu'elle lui écrit mais je ne vais pas photographier à chaque fois la même chose, c'est-à-dire on voit des maisons préfabriquées qui se montent et que ce soit en Oregon, en Californie ou ailleurs, c'est la même chose qu'on voit. Donc, quel est l'intérêt de montrer la progression du montage des maisons préfabriquées et je pense que il a fait quelques expositions photographiques, mais pas beaucoup. Mais effectivement, comme pour beaucoup de photographes des années 30, c'est la presse illustrée qui est leur espace d'exposition. Et c'était le cas aussi pour la FSA. Mais Exodus, ça a mis très longtemps à être édité. Oui, on n'en a pas parlé. Donc ils vont... ça a mis plus de 10 ans, je crois. Non. Parce que, en fait, ça a été publié pour la première fois en 1939 et elle commence en 1935, tu vois. Mais donc, ils vont mettre effectivement 4 ans
le mettre en forme et à le publier. Ta question, c'est... Tu voulais dire? Non, il me semblait qu'il y avait eu des difficultés à éditer ce livre. Quel livre? Exodus. Ex-American Exodus, oui, oui, qui sont faits ensemble. Il faut dire qu'après la guerre, Roy Stryker était engagé par quelle compagnie de pétrole? Standard Oil. Il a fait à Standard Oil, en effet, ce qu'il a fait à la FSA. Ça veut dire une archive, des photos, les commissions pour des photographes, etc., etc. Et bon... il a commencé, puis il a voulu continuer, c'est ça? Il n'y avait rien à faire de même métier après la guerre, sauf bien sûr d'entrer dans des sociétés, comment dirais-je, pour un large oil company. C'est presque un État. Oui, donc il y a peut-être une question qui se pose dans justement cette vision évoquée de Roy Stryker. C'est une vision qui tient compte des restrictions, par exemple ne pas photographier les gens de couleur, limiter la documentation à une vision quand même assez précise. Et il va travailler après pour des compagnies pétrolières, donc cette vision, c'est une vision qui n'est pas tout à fait personnelle finalement. Il prolonge celle de ses propres commanditaires. Oui, mais ça indique le grand changement de monde avant la guerre et le monde après la guerre. Même pendant la FSA finalement. Oui. Il s'agit de documenter, Oui, mais pas si réellement War. que ça si on en cache une partie. Oui, c'était le Office of War Information qui avait des autres règles. Je veux poser une question au dernier spectateur. Oui. Je voulais juste répondre 2 secondes là par rapport à ça, parce que je pense que c'est... en tout cas, moi, ça me tient à cœur de penser que, et de savoir d'ailleurs, qu'il était vraiment quelqu'un qui soutenait les photographes et qui travaillait en étroite relation avec les photographes. Et bon, je trouve ça exceptionnel. C'est-à-dire que je pense qu'après coup, on peut toujours regarder les choses comme ça et dire, voilà, il a travaillé pour Shell, mais mon grand-père aussi. Enfin, je veux dire, à un moment donné... Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Non, je m'ai questionné sur le terme. C'est difficile de... en quoi consiste notre travail aujourd'hui à faire une exposition de Dorothée Allange et d'interpréter comme ça l'époque? Comment on pense ça? Qu'est-ce qu'on lit pour pouvoir comprendre? Qu'est-ce qu'on vient essayer de dire ou chercher à écrire quand on est face à cette masse d'informations et à une situation qu'on n'a pas vécue soi-même? C'est le problème de tous les historiens. Voilà, donc la déformation... et les prismes, je pense qu'il faut vraiment faire attention aux prismes. Après, les utilisations de la photographie, je trouve que c'est plus important. Il n'a jamais dit à Allange, par exemple, tu pars pas dans les États du Sud faire les photographies des gens en train de biner, tu vois. Je sais pas, hein. Je me fais répéter. Non, mais il me demande... Je tiens beaucoup à ce que notre jeune chercheuse en photographie puisse poser sa question. C'est gentil. Merci pour votre intervention. Déjà, c'était passionnant. J'ai une question à propos de l'après, c'est-à-dire plutôt du devenir de ces images dans les décennies qui suivent. Je ne sais pas en quelle année Dorothea Lange est morte, mais j'imagine qu'elle a connu de son vivant des... 65. Ah oui, c'est assez tôt. Ok. Je me demandais en fait s'il y a eu des expositions de ces travaux dans des musées
avant sa mort et quelle a été sa position à elle vis-à-vis de l'artification entre guillemets de ces images, parce qu'on a parlé du processus d'iconisation, iconification, enfin on comprend l'idée. C'est aussi lié au fait qu'en fait ces images sont passées du journal ou du cahier au musée, et je me demandais quelle était sa position à elle vis-à-vis de ça. C'est la rétrospective qui est ici très important parce que le jeune John Szarkowski, qui a devenu directeur de le département de photographie à MoMA, a décidé de faire une grande exposition rétrospective de langue qu'il a commencé en 1964. En 1960, elle était déjà assez malade et elle avait toujours des maladies sérieuses pendant les derniers 15 ans de sa vie. Oui. Elle est morte d'un cancer de l'ésophage. Oui, elle était qui a très fait souffrante. Horrible. John Szarkowski est venu à Berkeley pour regarder toutes ces archives, des cahiers, toutes sortes de choses. Et c'était à ce moment qu'elle a commencé de se considérer de ce qu'elle a fait pendant sa vie était en effet une œuvre qui, je dispute, et elle n'a pas voulu que My Great Mother soit inclue dans cette exposition. Elle est morte avant, donc l'exposition s'ouvre, mais elle a fait toute la... Non, mais c'était Szarkowski a insisté que cette photographie doit monter avec tous les autres. Et même avant ça, elle avait une exposition au musée d'art à MoMA qui était faite par Steichen. Oui, non? mais c'est donc du coup... des années 50, non? Non, c'était une exposition collective. Ah, ok. Je Là, m'excuse. c'était... Non, pas du tout. Mais c'était sa première, et d'ailleurs, c'était c'était The Bitter Years, les années amères. Voilà. C'était une exposition, une rétrospective sur la dépression, etc. Et elle avait... C'est ça. Oui. Mais la dernière question, je peux poser aux spectateurs, ok? Dans les années 50, disons 55, 56, 57, les deux photographes le plus important, le plus connu, le plus respecté aux États-Unis étaient deux femmes. Margaret Burke White, le premier photographe engagé par Henry Luce pour Life Magazine en 1936, et bien sûr Lang. C'est les années 50. On sait bien qu'est-ce que c'est les années 50 aux États-Unis. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? Ça, c'est ma question. Ah! Oui, c'est justement puisque dans les années 40, McCarthy bannit tous les grands photographes comme Paul Strand et tout le monde était obligé de quitter leur pays. Donc c'était les femmes, qui restent. Ouais. Non mais c'est ça, tous les grands photographes étaient les communistes. Donc en 1954, ce n'était plus possible de travailler aux États-Unis. Peut-être. Ça vous satisfait comme réponse? Voilà. Je crois que s'il y a encore une dernière question, voilà, on va la prendre. Et sinon, on peut continuer notre conversation avec un verre où vous êtes tous invités. Donc, est-ce qu'il y en a une dernière? Ou on passe directement à des conversations moins officielles?